Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'Institut franco-américain pour cette deuxième conférence dans notre cycle de conférences sur l'histoire et les enjeux environnementaux aux États-Unis. Ces conférences sont soutenues par l'ambassade des États-Unis d'Amérique et le consulat des États-Unis pour le Grand Ouest. Alors, c'est un vaste sujet, il a été difficile de faire des choix, mais nous tenions à mélanger des réflexions à la fois scientifiques, culturelles et littéraires pour dresser un portrait des espaces américains et leur avenir tellement essentiel pour la survie de nous tous. La conférence ce soir suit celle du 7 novembre, il y a un mois, qui a proposé une vision plutôt historique de la gestion de l'environnement américain, surtout du point de vue des premiers peuples, les Amérindiens. Ce soir, nous poursuivrons pour situer les États-Unis dans les enjeux du changement climatique. Nous reviendrons ensuite le 28 janvier prochain avec cette fois-ci une invitation d'explorer l'avenir des terres. J'ai dit agricole, mais c'est un peu plus vaste que ça, agricole, forestière et autres, grâce à une restitution grand public par des étudiants en master co-accrédité entre l'Institut agro de Rennes-Angers et l'Université de Rennes 2. Et ils vont interpréter les dernières données satellites sur la viabilité de ces terres différentes. Alors, un mois après, le 6 février, nous allons retourner à nos premiers amours de la culture et basculer sur Anne-Lise Melchion, auteure de Apocalypse Show, pour évoquer comment les catastrophes écologiques sont évoquées dans l'imaginaire des séries télé américaines. Et ensuite, début avril, nous clorons ce cycle de conférences en abordant le bassin du Mississippi, qui couvre presque la moitié des États-Unis, sinon les 2/3. L'impact du changement climatique sur cette artère fluviale qui occupe presque la moitié de notre territoire. Une conférence qui sera présentée par Hervé Nicolas, que je remercie infiniment, un ancien professeur de l'Institut Rennes-Angers, mais qui surtout a contribué à façonner cette série de conférences avec beaucoup de sérieux et à consacrer beaucoup de temps pour qu'on puisse formuler cette série de conférences que j'espère vous plaira. Finalement, nous allons accueillir l'auteur américain Eddie Harris le 3 avril. Il revient à l'Institut franco-américain après 3 ans, et cette fois-ci avec son documentaire To the Heart, basé sur sa descente en solo, en canoë, des 3766 km du Mississippi en 2015. Alors, avant de commencer la conférence ce soir, je tiens à vous rappeler, comme toujours, quelques points d'ordre pour que cette conférence se déroule dans les meilleures conditions. D'abord, merci d'éteindre ou mettre en mode silencieux vos téléphones portables, par respect à notre conférencière, mais aussi parce que nous enregistrons cette conférence pour notre chaîne YouTube, que je vous invite de découvrir ou d'explorer. Donc cela évite des bruits dans l'enregistrement. Deuxièmement, je tiens à vous rappeler qu'il y aura une occasion pour des échanges avec la conférencière à la fin de la présentation. Et nous passerons le micro, encore toujours pour permettre un bon enregistrement pour le chaîne YouTube après. Et finalement, je ne peux pas oublier de remercier la ville de Rennes, parce que la ville de Rennes soutient l'Institut franco-américain depuis plus de 60 ans maintenant. Et rien de tout ceci sera possible sans le soutien de la ville de Rennes. Donc, ce soir, pour parler de changement climatique aux États-Unis, je suis ravie d'accueillir Marie-Léa Pouliken-Grant, récemment reçue comme candidate doctorante en sciences et humanités environnementales au CNRS. Marie-Léa Pouliken-Grant est professeure de sciences environnementales, diplômée de l'École normale supérieure de Paris en géosciences et de l'École
l'école de mines avec un major en environnement et industrie. Elle a aussi trouvé le temps de devenir certifiée par le American Meteorological Society comme formateur expert. Je ne tarderai pas plus sur les lauréats de Maria-Léa qui sont très nombreux déjà pour sa brève carrière et je vous la laisse découvrir ce soir par vous-même. Donc merci de vous joindre à moi pour accueillir Marie-Léa Poulican-Grant. Bonsoir à tous et puis tout d'abord merci d'être venus ce soir en dépit météo. Ce soir nous allons aborder la question du changement climatique et de ses impacts environnementaux aux États-Unis. Donc nous allons pour cela nous appuyer sur les travaux du GIEC et du US Global Change Research Program qui publie des rapports sur l'état du système climatique et la vulnérabilité du territoire américain. Alors, le GIEC, pour commencer, c'est un comité d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat qui a été créé en 1988 sous l'impulsion de l'Organisation mondiale de la météorologie et du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Donc c'est un comité qui n'effectue pas de recherche scientifique à proprement parler, mais qui synthétise l'état des connaissances sur le système climatique à partir des recherches les plus récentes. Le GIEC est divisé en 3 groupes de travail. On a tout d'abord le premier qui étudie les processus physiques, le second qui étudie les conséquences du changement climatique en termes écologiques et sociaux. Et puis on a le troisième groupe qui étudie les voies de mitigation. Le GIEC a été créé donc, en 1988 suite aux alertes d'un certain nombre de scientifiques sur l'augmentation de la concentration en dioxyde de carbone dans l'atmosphère, augmentation constatée depuis à peu près la moitié du XIXe siècle. Ici, je vous ai mis l'exemple d'un article de Charles Keeling publié en 1969 et dont le titre est déjà assez évocateur parce que c'est Is Carbon Dioxide Changing Man's Environment? Et dans cet article, Keeling, qui travaillait donc à la Scripps Institution aux États-Unis, à San Diego, a effectué donc un calcul des émissions de CO2 entre 1860 et 1970 en se basant sur des registres d'émissions à partir de la combustion de charbon, de pétrole et de gaz d'origine industrielle. Donc, et ce qu'il constate, c'est une augmentation une multiplication de 30 des taux de rejet entre 1860 et 1960. Ces rejets de CO2, ils vont directement dans l'atmosphère, mais une partie est captée par ce qu'on appelle les puits de carbone. L'océan est le principal puits de carbone, et puis on a ensuite la biosphère à travers le processus de photosynthèse qui consiste à créer de la biomasse à partir du CO2. Donc une partie des émissions part directement dans ces puits, mais il y a quand même un résidu. Et Keeling, qui s'appuyait sur des observations effectuées à Mauna Loa, qui se situe donc à Hawaï, a constaté une augmentation très nette du CO2 résiduel dans l'atmosphère à cette époque-là. Et en effectuant des corrélations, cela correspond aux émissions excédentaires liées aux activités industrielles. Or, ce que l'on sait à l'époque, c'est que le CO2 est un gaz à effet de serre. L'effet de serre, c'est un phénomène qui est connu depuis la fin du XIXe siècle. Et donc, sans rentrer trop dans les détails, car ce n'est pas exactement le sujet de la conférence, je vais très brièvement expliquer ce que c'est que l'effet de serre. Donc, la Terre est chauffée par l'énergie solaire, principalement, c'est sa première source de chaleur. L'énergie solaire pénètre dans les différentes couches de l'atmosphère et une partie est réfléchie par les nuages. Donc, ce qui est réfléchi ne sert pas à la Terre, ça,
on le comprend bien. Donc, ce qui est transmis va ensuite permettre de réchauffer la surface ici. Et en se réchauffant, la surface émet de la chaleur. C'est le flux que vous voyez là, dans l'atmosphère. Ce flux, c'est un flux infrarouge. Et il y a certaines molécules de gaz qui captent une partie de cette énergie infrarouge et qui vont alors entrer dans un état d'excitation moléculaire, ce qui se traduit globalement par les molécules s'agitent et bougent plus vite. Cette excitation moléculaire se traduit donc par un échauffement de l'air ambiant, un réchauffement local, qui va ensuite réchauffer le sol à son tour. Donc on a, c'est le principe de l'effet de serre. Donc ces molécules, bien sûr, c'est le CO2, dioxyde de carbone, c'est aussi le méthane, qui contribue donc à ce réchauffement. Évidemment, plus on augmente la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et plus le mécanisme est élevé. Voilà. Donc, sachant que la concentration de CO2 augmentait, qu'une augmentation a été constatée dans les années 60, eh bien, certains scientifiques ont commencé à se demander quels seraient les effets de cette augmentation sur le climat. Alors, on est dans les années 70, c'est aussi le déploiement des moyens numériques en météorologie. Et donc, en 1975, il y a des scientifiques du MIT qui ont réalisé une première simulation numérique des effets d'un doublement de CO2 sur le système climatique. Et très vite, ils ont constaté qu'il y aurait des répercussions tant sur l'élévation du niveau de la mer que sur les glaciers. Donc, en 1979 a eu lieu la première conférence mondiale sur le climat à Genève. La même année a été publié un rapport qui a été remis à l'Académie des sciences américaine et qui fait état des recherches des scientifiques de l'époque. La conférence mondiale sur le climat donne lieu à la création l'année suivante du programme mondial de recherche sur le climat. Et puis, 8 ans plus tard, nous avons donc la naissance du GIEC. Le premier rapport du GIEC, publié en 1990, et fait état de l'augmentation de la concentration de gaz à effet de serre et de l'augmentation des températures, que ce soit dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud. À l'époque, le GIEC se donne encore 10 ans pour confirmer le lien de corrélation entre les émissions anthropiques, les émissions humaines, de gaz à effet de serre et l'élévation de la température. Alors depuis, donc, il y a un certain nombre de réseaux d'observation qui se sont déployés en surface. Ici, vous avez le réseau d'observation au sol de l'atmosphère. Vous voyez différentes stations. Et puis, pour avoir un maillage plus global, on se sert aussi des données satellitaires et des instruments, des données envoyées par les instruments embarqués à bord des satellites. Couvrir l'atmosphère ne suffit pas. On observe également l'océan. Ici, vous voyez sur la photo le lancement d'un flotteur Argo qui permet de sonder l'océan, de tracer des profils verticaux et de récupérer des données de température, de salinité, et donc à nouveau de voir ce qui se passe dans les profondeurs cette fois. L'ensemble de ces données, on imagine bien que ça génère beaucoup de données, est traité numériquement. Ces données d'observation alimentent des modèles physiques de climat. Elles permettent de les contraindre, de mieux comprendre les processus physiques et aussi de faire des prévisions quant à l'évolution du système climatique en fonction de différents, par exemple, scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Donc le GIEC, depuis sa création, a publié 6 rapports principaux, le dernier ayant été publié en 2023. En plus de ces rapports principaux, il y a des rapports spéciaux, notamment celui sur l'océan et la cryosphère qui a été publié en 2021. Dans son dernier rapport, donc, le GIEC est formel quant à l'évolution de la température moyenne à la surface de la Terre. On est aujourd'hui à une augmentation de 1,1 degré
par rapport à la période 1850-1900. Ce qu'il faut remarquer dans cette courbe, c'est l'évolution abrupte, extrêmement rapide de la température moyenne de surface. On était auparavant, au cours du millénaire, au cours de ce dernier millénaire, sur une température relativement stable qui caractérise la période géologique dite de l'Holocène. Aujourd'hui, on serait rentré dans une... certains l'appellent l'Anthropocène, mais sur quelque chose d'extrêmement nouveau. Dans le 6e rapport, le GIEC est également formel sur le fait que ce sont bien les activités humaines qui ont déclenché ce réchauffement planétaire. Et ici, si on regarde la courbe des émissions, alors elle est peut-être un petit peu mal passée, mais on voit ici la courbe des émissions globales de CO2 à travers le monde. Donc la plus grande courbe, c'est le total. Puis ici, vous avez les émissions des principaux, par région. Donc on a les émetteurs historiques qui ont fait leur transition, la révolution industrielle le plus rapidement, donc l'Europe, les États-Unis. Et puis on a les nouveaux émetteurs. Aujourd'hui, c'est la Chine qui est le principal émetteur de CO2. Et les États-Unis restent quand même en numéro 2. Donc depuis 1850, les émissions de CO2 ne font qu'augmenter. En termes de gaz à effet de serre, j'ai beaucoup parlé du CO2, mais il y en a d'autres, notamment le méthane qui est émis par l'agriculture. Vous avez également les oxydes nitreux, et puis vous avez aussi des gaz fluorés. Aux États-Unis, les émissions de gaz à effet de serre proviennent principalement des transports, notamment le transport routier, la production d'électricité à hauteur de 1/4, et puis l'industrie. Vous pouvez constater qu'il y a déjà une baisse depuis 2005-2010 des émissions. On a une baisse de 17% depuis 2005, qui traduit déjà une conversion du secteur électrique avec un passage, une substitution des centrales au charbon par des centrales au gaz et aussi un déploiement des énergies renouvelables. Toutefois, il faut savoir que les centrales au gaz augmentent 2 fois plus vite que les sources d'énergie renouvelables. À l'inverse, on remarque une augmentation des émissions qui proviennent du trafic routier et aérien. Alors, pour satisfaire les accords de Paris, il faudrait que cette diminution soit 3 fois plus rapide. Voilà. Donc, ici, vous pouvez voir une courbe qui montre donc, le réchauffement global depuis 1900 et les prévisions à l'horizon 2100 en fonction des différents scénarios d'émissions. Scénario allant du très bas, c'est-à-dire si on réduit et qu'on prend des mesures pour atteindre la quasi-neutralité carbone, vers le scénario où on ne fait rien, le business as usual. Donc ici, oui, donc on est plutôt sur ce type de scénario, on est plutôt sur un horizon à plus 4 degrés d'ici 2100, actuellement. Les indicateurs du changement climatique, ils sont nombreux, il n'y a pas que la température, il y a aussi l'évolution du régime de précipitation, la perte de masse des glaciers et l'élévation du niveau de la mer. J'y reviendrai tout à l'heure lorsqu'on détaillera un petit peu plus les conséquences régionalisées. Si on regarde cette carte maintenant, vous pouvez voir, cette carte compare la température moyenne de surface. Donc, c'est une comparaison entre 2 périodes, la moyenne pour 2006-2015 et la moyenne pour 1850-1900. Très clairement, vous pouvez voir qu'il y a une augmentation pour la période 2006-2015 par rapport à la période de référence. On observe également des disparités en termes de réchauffement avec un réchauffement qui est
qui est accru dans l'hémisphère nord et en particulier dans les régions polaires. Alors ça, c'est lié à une boucle de rétroaction, c'est-à-dire que la glace, normalement, réfléchit le rayonnement solaire, sauf que avec la fonte, cette glace est remplacée par des surfaces qui sont plus sombres. Alors c'est comme quand on porte un t-shirt blanc et un t-shirt noir et qu'on est exposé au soleil, on a plus chaud quand on porte le t-shirt noir que quand on porte le t-shirt blanc. Là, c'est la même chose. La surface sombre absorbe plus de rayonnement solaire et donc se réchauffe encore plus. Donc la température locale augmente encore plus, ce qui accélère la fonte de la glace et ainsi de suite. Donc on a là une boucle de rétroaction qu'on dit la rétroaction glaciale bédo. Voilà. Donc vous avez cette amplification polaire qui a aussi des conséquences sur l'élévation du niveau de la mer, puisque la glace qui fond au pôle va ensuite contribuer à l'élévation du niveau de la mer. On observe également un réchauffement plus important au niveau des continents par rapport aux océans. C'est lié au fait que les océans ont une capacité thermique plus importante que les continents. Et donc, ils vont stocker la chaleur beaucoup plus longtemps et beaucoup plus profond. La chaleur se diffuse dans les différentes couches de l'océan, alors que dans le cas des continents, elle est plus rapidement répercutée, remise dans l'atmosphère, et donc les continents se réchauffent plus vite. Donc, on voit à travers cette carte d'évolution de la température qu'il y a des contrastes régionaux en termes de réponse au réchauffement global. Et donc, il y a aussi des contrastes régionaux en termes de modification des régimes de précipitation, par exemple. Donc en 1990, 2 ans après la création du GIEC, a été voté par le Congrès le US Global Change Research Act, qui est une loi qui a ensuite initié la création du US Global Change Research Program, qui vise à étudier les impacts des changements environnementaux globaux aux États-Unis. Donc cette loi stipule que le US Global Change Research Program publie des rapports, normalement tous les 4 ans, sur l'état du changement climatique aux États-Unis, en vue d'orienter le gouvernement à prendre des décisions. Le premier rapport a mis 3 ans à s'élaborer. Il sollicite, un peu comme le GIEC, des experts scientifiques, mais aussi la société civile. Dans le cadre de workshops, il y a des citoyens, des gestionnaires de l'environnement, des chefs d'entreprise qui sont conviés et qui sont invités aussi à exprimer leur point de vue sur la question du changement climatique. Donc le dernier rapport, le 5e, a été publié en 2023. Et de cette présentation, on s'appuiera sur donc les résultats des 2 derniers rapports. Alors, j'espère que vous voyez cette carte. Sinon, peut-être pas. Donc ici, c'était censé être une carte qui représente les indicateurs du changement climatique à l'échelle mondiale. Bon. En bleu, vous avez les changements géophysiques et notamment les changements liés à l'eau à travers le monde. En vert, vous avez les changements écologiques. Et en rouge, vous avez les changements pour les sociétés humaines. Donc nous, on va s'intéresser à la région des États-Unis, qui connaît des profondes modifications, notamment en termes qui va être impactée par l'élévation du niveau de la mer, l'intensification des régimes de tempête, on regardera ça d'abord. On s'intéressera ensuite à la modification du cycle de l'eau continentale, avec le recul des glaciers, la diminution du débit des fleuves et les risques de pénurie d'eau. Et puis, on regardera également l'intensification des sécheresses, notamment dans l'Ouest américain, les incendies. Et on évoquera brièvement les perturbations écologiques qui sont engendrées par le changement climatique. Donc, comme je le disais, donc, les océans absorbent une grande partie de la chaleur excédentaire produite par le réchauffement climatique anthropique. Plus de 90% de la chaleur produite par les gaz à effet de serre émis
a été absorbée par l'océan depuis 1970. Cette chaleur, elle a d'abord été absorbée par l'océan superficiel, mais maintenant elle touche aussi l'océan plus profond, donc jusqu'à 2000 mètres. Cette chaleur nouvelle, d'abord, elle réchauffe la surface de l'océan, et puis elle perturbe la circulation thermohaline qui est conduite par des différentiels justement de température et de salinité. Donc ici, vous voyez une courbe qui montre l'élévation de la température de surface de l'océan. Donc c'est une moyenne sur tous les océans. Et on voit donc très clairement la tendance à la hausse. Et puis ici, vous voyez les contrastes régionaux. On peut observer un léger refroidissement dans l'Atlantique Nord. Ce refroidissement, il est lié au ralentissement d'un courant qui s'appelle le Gulf Stream, qui longe les côtes américaines avant de venir vers l'Europe. Et ce ralentissement provoquerait ce refroidissement que vous observez dans l'Atlantique. Quant à ici, on observe un refroidissement dans le Pacifique Sud qui est lié à un phénomène périodique ou quasi-périodique qui s'appelle El Niño, La Niña, et qui crée des anomalies soit positives, soit négatives en termes de température à échelle de 2 à 7 ans. Mais bon, globalement, ce que l'on observe quand même très clairement, c'est un réchauffement de l'océan global. Vous pouvez voir notamment ici, au large des côtes du Maine, un réchauffement encore plus important qui impacte en particulier les pêcheries. Dans le golfe du Maine, par exemple, vous avez des homards qui commencent à migrer vers les côtes canadiennes au grand désespoir des pêcheurs locaux. Donc, les océans se réchauffent, la glace tend à fondre, ce qui contribue à l'élévation globale du niveau de la mer, courbe que vous voyez là-bas. Donc, cette élévation globale du niveau de la mer, elle est liée au réchauffement de l'océan qui crée une dilatation, une augmentation de son volume, et à l'apport en eau par la fonte des glaces. Donc ici, vous voyez aussi donc, que l'évolution du niveau de la mer n'est pas uniforme à l'échelle du globe et qu'elle est plus rapide dans certaines régions que dans d'autres. Alors, bon. Ici, en tout cas, dans le golfe du Mexique, l'élévation du niveau de la mer est beaucoup plus importante, par exemple, qu'au large de la côte pacifique. Je suis vraiment désolée, mais ouais, Bon. Eh bien, bon, bah, on va... Ouais, d'accord. Oui. Ça, c'est la Floride. Ouais. Ça, c'est la côte Est. Et ici, nous sommes sur la côte Pacifique, en Californie. Et on remonte jusqu'à la côte Sud. Ça, c'est l'Alaska. Voilà. Bah, c'est un peu dommage. Voilà, bon, bah oui, merci. Donc oui, ici vous avez le golfe du Mexique où l'élévation du niveau de la mer est beaucoup plus importante que le long de la côte pacifique. L'élévation du niveau de la mer est de 25 à 30 cm. Donc ça a gagné 25 à 30 cm depuis 1960, c'est énorme. Le long de la côte atlantique, c'est un petit peu moins, mais c'est quand même entre 15 et 20 cm. Et puis, au niveau du Pacifique, on est plus autour de valeurs de 0 à 7. Normalement, ici, vous auriez dû voir l'Alaska. En Alaska, on observe à l'inverse une baisse relative du niveau de la mer. Alors, c'est relatif dans le sens où c'est mesuré par rapport au niveau de la surface continentale. Et là, on aurait une surrection du plateau continental qui créerait donc cette diminution relative. Surrection qui pourrait être liée à la tectonique dans la région. Savoir qu'on est dans une zone de subduction où
une plaque passe sous une autre, ce qui peut élever le plateau continental. Donc, suivant les différents scénarios du GIEC, il est hautement probable que l'élévation du niveau de la mer globale se poursuive au cours de ce siècle. Et on peut aller vers une élévation qui va de 60 cm à 2 mètres en fonction du scénario d'émission et donc en fonction du réchauffement global. Alors, pour ce qui concerne les États-Unis, ici vous avez une carte qui vous montre la projection dans le cas d'un scénario intermédiaire qui correspondrait donc à un réchauffement de 4 degrés. On voit très clairement que le golfe du Mexique est le plus impacté. Et puis ici, alors c'est une carte qui a été réalisée avec le Sea Level Map Viewer que vous pouvez retrouver en ligne. Ça vous montre les territoires les plus vulnérables sur la côte est, les plus vulnérables à cette élévation du niveau de la mer. Donc on voit que finalement toute la côte est vulnérable à cette. L'élévation du niveau de la mer, elle accroît les risques côtiers. On a 4 principaux risques, à savoir l'érosion du littoral, donc qui est responsable de la perte de 500 millions de dollars annuels en termes d'infrastructures, déjà actuellement. Donc on peut s'attendre que ces pertes augmentent au fur et à mesure que l'érosion est plus importante. Avec l'élévation du niveau de la mer, s'accroît aussi le risque d'inondation à marée haute. On a déjà depuis 2000 un doublement de la fréquence de ces inondations. Vous avez également le risque de débordement des cours d'eau. Et puis, avec l'élévation du niveau de la mer, on observe également des intrusions d'eau salée. Alors, déjà actuellement, notamment lorsqu'il y a des tempêtes, et ces intrusions d'eau salée sont très dommageables, que ce soit pour les écosystèmes ou pour les agrosystèmes. Ça engendre des pertes notables de culture, puisque le sol, dans ce cas-là, devient salé, et donc les cultures, les plantes ne sont pas adaptées. Alors, en plus de l'élévation du niveau de la mer, vous avez également une intensification des tempêtes et des ouragans qui est observée dans le bassin atlantique et qui peut se combiner aux inondations à marée haute. Alors ici, vous avez l'exemple de Charleston en 2015, où vous avez eu donc le passage de l'ouragan Joaquin et une inondation à marée haute en même temps, ce qui a provoqué des dommages absolument terribles dans la ville et un blocage de l'économie locale pendant plusieurs mois. Alors, brièvement, et c'est vraiment dommage que ça ne passe pas, brièvement, donc, oui. Donc le changement climatique intensifie également donc, les régimes de tempête. Une étude très récente qui a été publiée en septembre-octobre 2024 par le Climate Central, qui est un groupe indépendant de chercheurs, et une étude qui a été relayée par le Yale Climate Connections, montre que le changement climatique augmente la vitesse maximale des ouragans. Alors ici, vous avez, c'est un graphique qui montre les différentes tempêtes qui ont eu lieu en cette saison, durant la saison cyclonique, donc saison en automne. Et donc, par exemple, pour Milton, c'est un ouragan qui aurait dû être de catégorie 4, mais avec le changement climatique, qui est devenu un ouragan de catégorie 5. Donc c'est une étude qui se base sur des simulations numériques, bien sûr, où la physique est paramétrée, et ça permet justement de discerner le signal naturel du signal amplifié par le changement climatique. Donc, depuis les années 80,
les catastrophes liées à l'eau sont de plus en plus fréquentes et surtout de plus en plus coûteuses. Elles se comptent désormais en milliards de dollars. Vous avez en particulier donc, les tempêtes qui sont extrêmement dévastatrices et donc, qui vont détruire les infrastructures. Et donc, derrière, c'est un coût de reconstruction qui est énorme. Vous avez également les inondations. Et puis, on en parlera un petit peu plus tard, les sécheresses. Alors, donc là, j'ai parlé des risques côtiers. Nous allons maintenant aborder la question de la modification du cycle hydrologique. Donc, on s'est intéressé plutôt à la côte est. Et désormais, on va plutôt rentrer sur le territoire. Alors ici, vous avez une carte qui montre l'évolution de la température à l'échelle du territoire américain. Donc c'est une évolution relative. C'est la 2021 qui est comparée à 1901. Et on voit donc une augmentation par rapport au début du siècle dernier, très nette, en particulier dans les régions de l'Ouest, et un petit peu plus faible dans les grandes plaines. Alors, dans les grandes plaines, des études ont montré que cette, on peut dire, augmentation, mais moins rapide, est liée aux émissions d'aérosols. Les aérosols, ce sont des petites particules fines qui sont émises notamment par les industries et qui ont la capacité de réfléchir en partie le rayonnement solaire, donc de créer un refroidissement local. Les aérosols, ce sont des particules relativement lourdes, plus lourdes que les gaz, et donc elles restent moins longtemps dans l'atmosphère. Alors on pourrait se dire, bon, les aérosols sont la solution contre le changement climatique. Non, déjà, ce sont des particules fines qui peuvent se fixer sur les voies respiratoires. Donc derrière, il y a aussi des problèmes sanitaires, l'émission d'aérosols. Et puis elles interagissent aussi avec les nuages. Et ce sont des particules qui sont assez méconnues, en fait. Alors, elles ont un petit peu amoindri le réchauffement donc dans les grandes plaines, mais depuis 2015 à peu près, on observe une diminution du taux d'émission des aérosols dans la région. Donc, cette baisse relative qu'on voit là, en fait, non pas baisse, mais cet écart moindre sera amené à finalement réaugmenter, quoi. Ce que l'on observe ici, c'est la modification du régime des précipitations, cette fois. Donc, les précipitations, le cycle hydrologique se modifie de manière, répond de manière différente suivant les régions. On a par exemple dans le sud-ouest une diminution des précipitations annuelles, et donc une intensification des sécheresses, et notamment au niveau de la Californie, l'état de sécheresse est déclaré depuis 2002. C'est une sécheresse qui est persistante dans cette région. À l'inverse, plutôt dans le nord-est, vous avez une augmentation des précipitations et vous avez aussi une augmentation des jours extrêmes avec des pluies extrêmement intenses sur 1, 2, 3 jours. Qu'on peut comparer à l'épisode de Valence très récent où il y a eu des pluies diluviennes qui sont tombées. Voilà. Donc, voilà, c'est ce graphique où vous pouvez voir les jours de précipitations extrêmes et leur évolution. Donc, ici, on a plus 42% de jours avec des précipitations extrêmement importantes. Donc, alors que dans le sud-ouest, on a une diminution. Alors ici, c'est un schéma qui montre les modifications du cycle hydrologique. Alors ici, ça est censé représenter l'est des États-Unis, et là-bas, c'est l'ouest. Et donc, comme on a vu qu'il y avait des disparités, des contrastes régionaux en termes de modification du cycle hydrologique, forcément, il y a aussi des conséquences différentes. Donc on va plutôt s'intéresser à l'ouest, où on observe en hiver une augmentation de la température qui crée une diminution de la fonte, diminution du couvert des glaciers.
ce recul des glaciers a ensuite un impact sur le ruissellement des fleuves, et on observe un assèchement de certains grands fleuves comme le fleuve Colorado. Donc cet assèchement, il a ensuite des répercussions économiques, des répercussions sociales, puisqu'il a, il y a donc une pression qui s'exerce sur la ressource en eau et des conflits d'usage. En été, vous avez une accentuation des sécheresses, des vagues de chaleur aussi, qui sont plus intenses, et puis ce risque de pénurie d'eau, alors que cette eau, elle est nécessaire pour pouvoir s'adapter notamment aux sécheresses et aux vagues de chaleur. Puis en automne, l'automne, c'est censé donc être la saison des feux. Les feux sont un processus naturel qui régénère les forêts, mais ici, on observe une intensification de ces feux, voire un allongement, un allongement de la saison des feux qui débute dès l'été. On se souvient de l'été 2021 et des feux qui ont débuté dès juillet en Californie. Donc, on va un petit peu détailler ces processus en ayant une vision saisonnière, et on va commencer par l'hiver. Donc ici, vous êtes censé voir une carte qui montre... ici c'est le Pacifique, ici c'est toute la côte ouest, pardon. Et ici c'est l'évolution du couvert neigeux depuis 1955. Donc en rouge, tous les points rouges, ça montre une diminution de ce couvert, de ce manteau neigeux depuis 1965. Et donc on observe que c'est une diminution qui est très généralisée dans le territoire. Je vous ai pris l'exemple du parc national des glaciers, qui est situé dans le Montana, donc à la limite avec le Canada. Où vous pouvez voir en jaune l'extension du glacier dans les années 60 et en rouge l'extension des glaciers donc, actuels. Et on voit clairement un recul de l'extension de ces glaciers depuis 1955. Dans cet autre exemple, c'est la région des Grands Lacs. Donc, on observe avec ce réchauffement une diminution de la période d'englacement des lacs, donc quand les lacs sont gelés. Et ici, donc, vous avez cette diminution de cette période qui est montrée pour les différents grands lacs de la région. Si on s'intéresse maintenant plus au printemps et à l'été, on observe au niveau des grands fleuves donc, une diminution du débit. Ici, vous avez l'évolution du débit de la rivière Colorado, du fleuve Colorado, pardon, depuis 1900. Et on voit une tendance à la baisse, en particulier par ici, qui est liée à la sécheresse intense depuis les années 2000. Alors en image, c'est un petit peu plus parlant. On voit donc le fleuve Colorado approvisionne les grandes villes du Utah, de l'Arizona et du Colorado. Ça représente la ressource, c'est un approvisionnement de 40 millions de personnes. Et depuis 1920, on observe une diminution du débit d'environ 20%, ce qui correspond à 1,5 milliard de tonnes d'eau perdue, soit l'approvisionnement annuel de 10 millions de personnes. Cette diminution du niveau du Colorado, elle est liée à la surexploitation par les grandes villes, par l'agriculture et à la sécheresse prolongée. La diminution du couvert neigeux a aussi des répercussions sur les ressources souterraines en eau. Ici, vous avez deux cartes. Une carte pour 1900, qui est la moyenne du siècle dernier, et ici pour 2001-2008. Et ici, vous avez la tendance de la diminution de la ressource en eau des aquifères.
Donc, on avait déjà une tendance à la diminution dans certains principaux aquifères du centre des États-Unis. Et là, on a une diminution qui est encore plus accentuée. Cet appauvrissement des grands fleuves et l'assèchement des aquifères, elle accélère la pression sur la ressource. Or, donc, ici, vous avez un schéma qui montre les usages de l'eau, des eaux de surface et les eaux souterraines. Donc, ce sont des eaux qui servent à des usages domestiques, au système public, aux industries, à l'irrigation des cultures, aux centrales hydroélectriques, à l'agriculture, bien sûr. En 2015, la sécheresse observée dans l'État de Washington a conduit à des restrictions d'usage. Et donc là, vous avez l'illustration d'un verger qui n'a pas été irrigué lors de l'été 2015. Derrière, ce sont aussi des conséquences économiques et sociales pour l'agriculture et les agriculteurs. Alors sur ce schéma, vous avez la disponibilité en eau offerte par le fleuve Colorado et ici la demande. Et donc on voit qu'aujourd'hui la demande excède la disponibilité en eau. Et ici vous avez la projection à l'horizon 2060 et donc la tendance se confirme à cet horizon. Donc maintenant, on va s'intéresser à l'été. Et donc en été, on a une amplification des sécheresses dans l'ouest américain et aussi des vagues de chaleur qui sont plus intenses et plus fréquentes, pas que dans l'ouest. Donc en 2021, on se souvient des températures records qui ont été atteintes dans la vallée de la mort, avec 56 degrés Celsius. Donc là, c'est invivable. Mais les vagues de chaleur, elles ont aussi des effets très importants dans les villes, parce que dans les villes, vous avez les bâtis qui amplifient le phénomène de vagues de chaleur, avec les bâtiments qui vont retenir la chaleur, l'asphalte qui couvre les routes aussi, qui sont des surfaces donc sombres, qui vont absorber cette chaleur excédentaire et qui vont donc amplifier le réchauffement local. On appelle ce phénomène l'îlot de chaleur urbain. Et donc quand il y a des vagues de chaleur, cela amplifie le phénomène. À l'inverse, l'eau et la végétation, l'eau a un fort potentiel thermique et donc absorbe, tamponne le réchauffement. Et la végétation offre également des zones d'ombre et donc atténue le réchauffement global. Donc, lors des vagues de chaleur, bien sûr, les personnes les plus vulnérables, ce sont les enfants, les personnes les plus âgées, également les personnes pauvres qui vivent, par exemple, à New York, le Bronx. Donc, c'est une zone où il y a moins d'espace végétalisé et donc où l'effet îlot de chaleur urbain est aussi amplifié. Donc on va désormais s'intéresser aux sécheresses et on repart dans l'ouest des États-Unis. Donc depuis 2002, l'Agence de protection de l'environnement américaine considère que le sud-ouest est en état de sécheresse persistante. Et cet état de sécheresse persistante est corrélé aux grands incendies de forêt. Alors, donc, 2021, Dixie Fire, c'est le deuxième feu le plus dévastateur de l'histoire des États-Unis. Donc, c'est un feu qui a duré quasiment 2 mois et qui a brûlé des centaines de milliers d'hectares dans la Sierra Nevada. Le coût se chiffre excusez-moi, il y a une erreur, en milliards de dollars, 634 milliards de dollars.
Donc c'est énorme. Alors, pour expliquer un petit peu le phénomène, alors, une étude a été menée, alors plutôt sur les feux qui ont eu lieu à l'automne 2017. Donc, vous avez un état de sécheresse qui est prolongé, et puis en hiver, des précipitations intenses qui ont eu lieu dans la région de Californie, qui ont donc induit un développement d'herbes plutôt rases, d'une petite végétation hautement combustible, très facilement embrasable. Et donc lorsque l'été est arrivé et qu'à nouveau les températures ont augmenté et que la sécheresse est revenue, et ben, ces combustibles qui avaient poussé durant l'hiver se sont embrasés extrêmement facilement, ce qui très rapidement fait que le feu se diffuse très très vite. Alors les feux créent également leur propre microclimat et puis qui amplifient le phénomène. Les incendies sont également suivis parfois de phénomènes dramatiques. Par exemple, en 2018, hiver 2018, vous avez eu des glissements de terrain dans la région de Montecito en Californie, puisque la végétation qui servait auparavant à maintenir le terrain à maintenir la stabilité du terrain avait disparu, facilitant donc la propagation de la boue sur le bassin versant. Donc ici, vous avez une carte qui montre l'intensification des feux de forêt dans l'Ouest américain. Et donc, depuis 1980, la superficie brûlée a été multipliée par 4. Plusieurs raisons à cela. Il y a eu d'une part une politique de suppression des incendies menée au XXe siècle, et donc qui visait à éliminer tout risque d'incendie dans la région, mais qui finalement a rendu le territoire beaucoup plus susceptible de brûler, parce que la végétation s'est développée, et donc ça facilite en fait la propagation des grands feux. Vous avez également l'étalement urbain qui facilite le risque d'incendie d'origine humaine, et puis les sécheresses qui sont amplifiées par le réchauffement climatique. Donc les grands feux, ils contribuent au réchauffement climatique puisqu'ils rejettent du CO2 dans l'atmosphère, CO2 qui était auparavant stocké dans la biomasse. Et ici, vous pouvez voir un graphique qui montre l'évolution des émissions de CO2 en Californie. Alors, la Californie a tenté de réduire ses émissions, mène une politique de réduction des émissions, mais les feux de forêt viennent s'ajouter finalement aux émissions issues des industries, des transports, etc. et viennent augmenter le bilan global. Ça représente environ 30% des émissions annuelles de l'année 2020. Et puis la lutte contre les incendies, elle a un coût qui se chiffre désormais en milliards de dollars. Donc, puisque plus les incendies s'étendent, plus ils sont extrêmement difficiles à contenir et à atténuer. Et donc aujourd'hui, on est sur des milliards de dollars. Ici, vous avez aussi donc une projection qui est faite donc c'est une projection qui vous montre le risque d'incendie pour les années 2040-2069, suivant le scénario le plus haut des émissions. Et on voit que le risque d'incendie s'étend vers les Rocheuses, s'étend beaucoup plus vers l'est du pays. Également, on a un risque d'incendie qui apparaît dans le nord, dans le sud-est du pays également. Donc, pour conclure, on n'aura pas abordé tous les impacts du changement climatique parce qu'ils sont extrêmement nombreux. J'ai essayé de vous faire un tableau, on va dire assez global, mais qui montre donc que le changement climatique, il impacte tout d'abord les océans,
et donc cela avec l'élévation du niveau de la mer, ce qui accroît les risques côtiers. Il impacte également le cycle hydrologique avec une accentuation des sécheresses dans l'ouest américain et à l'inverse une intensification des précipitations dans l'est. Il accentue certains phénomènes extrêmes et tout ceci est susceptible de s'accentuer encore plus si les émissions progressent. Et donc ici, vous avez différentes projections pour l'évolution de la température, l'évolution des extrêmes de précipitation, l'évolution du niveau de la mer en fonction des niveaux d'émissions. Je n'en ai pas parlé, mais très brièvement, donc, le changement climatique perturbe aussi l'équilibre des écosystèmes, puisque les écosystèmes sont adaptés à leur milieu, à leur biome. Et lorsque ces conditions climatiques sont perturbées, eh ben, les espèces qui peuvent migrer vont migrer pour essayer de retrouver des territoires où les conditions climatiques auxquelles elles sont adaptées coïncident. Donc ça peut être une migration vers le nord, tout comme ça peut être une migration en altitude, avec également un risque d'extinction lorsque le biome disparaît. Et puis vous avez aussi des décalages phénoménologiques qui apparaissent avec des printemps plus précoces et donc des floraisons plus précoces. Et cela impacte les écosystèmes, tout comme ça impacte les agrosystèmes. Alors, sur la question des changements de la biodiversité, le US Global Change Research Programme a initié un National Nature Assessment cette année qui vise à faire état des changements de la biodiversité, exactement comme pour le climat, et ce rapport devrait être publié en 2026. Et également, comme pour le NCA, il implique des experts et il implique des citoyens dans le processus de construction du rapport. Voilà, donc pour conclure, ce qu'il reste à faire, c'est essayer de réduire les émissions de gaz à effet de serre, essayer d'aller vers des stratégies plus bas carbone, que ce soit en termes, que ce soit dans le secteur énergétique ou dans le secteur des transports et ainsi de suite. Ou adopter aussi des solutions fondées sur la nature, parce qu'on le voit par exemple, les écosystèmes offrent ce qu'on appelle des services écosystémiques. Ils contribuent, par exemple, à maintenir la stabilité des sols pour ce qui est des racines des arbres, à absorber le CO2 dans les villes pour ce qui est de la végétation. Donc il y a des solutions qui sont envisagées aussi de ce côté. Voilà. Merci beaucoup pour cette panoramique très, très, très bien détaillée et très bien informée. C'est un point de départ pour énormément de questions et pour des réflexions. Et moi, pour ma part, je suis très contente que l'Institut franco-américain a pu recevoir cette conférence et enregistrer cette conférence parce que je pense qu'on va revenir dessus plusieurs reprises. Alors, c'est maintenant le moment de questions et d'échanges avec Maria-Léa Pouliken-Grant. Est-ce que je vais laisser Hilary passer le micro pour des questions de l'audience. C'est peut-être tellement énorme qu'on ne sait pas où commencer, mais voilà, je passe le parole. Merci. J'ai une question, c'est au sujet des cyclones. Oui. Comment est-ce qu'ils se forment et puis est-ce qu'ils sont plus nombreux maintenant à cause du réchauffement climatique? Oui, alors donc le processus de formation des cyclones, alors les cyclones, ce sont des systèmes qui sont couplés entre l'océan et l'atmosphère. Donc déjà, il faut qu'il y ait certaines conditions réunies pour la formation des cyclones. Il faut une température
de surface qui soit au-dessus de 26 degrés Celsius. Et avec le et les cyclones se forment, pour ce qui est des cyclones tropicaux, ils se forment plutôt dans la bande tropicale autour de l'équateur, puisque c'est là qu'on a les eaux les plus chaudes. Et donc en automne, puisque c'est la période où l'océan a stocké la chaleur produite, a stocké la chaleur estivale. Donc c'est la période favorable à la formation des cyclones. Avec le réchauffement climatique, les conditions en termes pour la température de surface sont donc plus favorables. Et puis, on a également plus d'humidité dans l'air, plus d'évaporation en lien avec ce réchauffement des océans. Donc ici, j'avais un slide qui vous montre un petit peu le processus de formation. Donc voilà, l'eau est chauffée par le soleil. Et puis, lorsque l'humidité est suffisante, ici, vous avez, comme il fait très chaud, une formation d'une zone de basse pression qui va faire converger les vents de surface dans cette zone. Et puis, avec la force de Coriolis, ces vents vont se mettre à tourner. Donc, ça crée comme une rotation. Et puis, à l'inverse, donc plus les vents montent, plus ils se refroidissent. Donc, la vapeur d'eau se condense, ce qui commence à former de gros nuages. On a donc en altitude la formation d'une zone de haute pression qui va faire diverger les vents de part et d'autre. Et donc, on a un système qu'on appelle convectif qui se crée. Et ce système permet en quelque sorte de réguler la température de surface de l'océan, puisqu'en fait, c'est comme une pompe qui va pomper la chaleur excédentaire de l'océan. Et donc, après le passage de ce processus, la température de l'océan va être plus basse en surface. C'est un mécanisme en quelque sorte régulateur du climat. Le problème, c'est que c'est un mécanisme également extrêmement dévastateur. Voilà, et ici, donc, cette zone se réchauffe, et donc on a des tempêtes qui sont de plus en plus intenses à cause du réchauffement climatique. Voilà. J'espère que... Bonsoir, merci d'abord pour la présentation. Et puis c'est toujours difficile quand il y a des slides qui passent pas bien, donc bravo d'avoir gardé votre sang-froid. La question que je me pose, c'est que vous expliquez que parmi les 3 secteurs économiques très émissifs aux États-Unis, il y a notamment les transports. On a on voit bien qu'effectivement l'avion, la voiture individuelle d'un certain gabarit sont quand même très présents sur le sol américain. Et je me posais la question de savoir quelles sont éventuellement les perspectives de décarbonation de ce secteur des transports à l'aune des accords de Paris et des objectifs de neutralité carbone. Oui, alors le territoire américain est extrêmement vaste, et donc pour le parcourir, souvent les premières choses que les Américains font, c'est prendre l'avion. Le réseau ferroviaire est beaucoup moins développé qu'en France, qu'en Europe. Donc peut-être que déjà la première solution serait de développer, d'encourager, on peut dire, les gens à prendre le train. Voilà, on peut déjà songer peut-être à ça. Merci pour la conférence, c'était très intéressant. J'avais des questions par rapport à ce que vous avez dit à la fin. Vous avez évoqué brièvement les solutions possibles, notamment en ville. Est-ce que vous pourriez développer un peu plus sur ces solutions qui sont basées sur la nature, comme vous avez pu le dire? Oui, alors j'en ai parlé assez brièvement. Pour ce qui est des villes, donc on a cet effet d'îlot de chaleur urbain. Donc, par exemple, si on prend le cas de la ville de Rennes, un des projets serait d'ouvrir la Vilaine un petit peu plus pour créer justement cet effet îlot de fraîcheur qui viendrait donc absorber la chaleur excédentaire et temporiser l'effet du réchauffement, en particulier l'été. Il y a également des projets qui visent à
à restaurer les berges pour créer, pour stabiliser les berges et pour que en cas de tempête, on ait cet effet de stabilisation, donc de lutte aussi contre l'érosion côtière. Oui, voilà. Oui, j'espère que... Bonsoir. Est-ce qu'on observe un changement dans l'opinion publique aux États-Unis vis-à-vis du climato-sceptisme et du changement climatique, puisqu'ils sont aux premières loges et aussi pas mal climato-sceptiques? Oui, bah, l'opinion est très divisée. Il y a une étude qui a été publiée dans un journal de Harvard qui montre effectivement que sur la question du changement climatique, en fait, c'est extrêmement divisé, quoi. Il y a les extrêmes. Ouais. Oui, j'étais un peu étonnée de ces groupes de travail qui réunissent à la fois des outils des scientifiques et, disons, de simples citoyens. D'abord, est-ce qu'ils sont tirés au sort ou volontaires? Et ça m'a étonné ce que vous disiez. Ils sont appelés à exprimer leur point de vue. Mais il y a des faits, il n'y a pas de point de vue finalement. Oui. Votre conférence est une conférence factuelle. Donc, oui. Quel est le rôle de ces gens? Imaginons qu'il y ait des climato-sceptiques et des gens du GIEC autour de la même table, ou qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on peut inclure des citoyens dans une concertation sur des faits? Merci pour votre question. Oui, alors en fait, c'est plus pour spécifier. Donc, dans ces rapports, vous avez d'abord les processus, ça c'est le chapitre 1. Ensuite, vous avez une déclinaison par thème, donc ça c'est le rôle des experts, la déclinaison sur l'eau, la question des forêts, la question des écosystèmes. Et puis ensuite, vous avez des chapitres qui sont plus régionaux. Et là, par exemple, on peut demander à un agriculteur quel est l'impact de la salinisation des sols sur ces cultures, par exemple. Donc c'est plus en termes de témoignages. Également, il y a un processus de revue du rapport, où en fait le rapport va être soumis aux citoyens afin de voir s'il est lisible par une personne, voilà, qui s'y connaît moins. Pour ce qui est aussi du National Nature Assessment, là, le rapport, l'élaboration du rapport a commencé et on peut voir que sur le site qui sollicite aussi des écoles pour avoir un point de vue de gens plus jeunes sur cette question. Et après, évidemment, les rapports sont passés en revue par des experts scientifiques et donc voilà, les faits sont quand même ensuite mis au regard des analyses des grandes institutions. Le NCA s'appuie sur les travaux de 15 grandes agences américaines, dont la NASA, la NOAA, qui sont des instances... voilà. Bonjour, merci pour cette présentation. Je vous avoue que ce n'est pas tout à fait ma spécialité. Donc merci d'avoir rendu ça à peu près accessible. Ma question elle est facile. Je voudrais savoir si vous, qui maîtrisez le sujet mieux que moi, vous êtes optimiste pour l'avenir? Non mais je ne le dis pas pour vous faire un rire. Oui. En fait, c'est pas une question facile. Non, moi, j'ai pas dit que j'allais vous poser une question facile. Non, c'est assez compliqué. Là, la COP29 vient de se terminer. Et concrètement, c'est vrai que les résultats sont assez décourageants quand même. C'est vrai que l'aide qui va être apportée aux petits États insulaires est complètement en dessous de l'aide attendue.
Donc de ce point de vue-là, ce n'est pas très optimiste. Ensuite, on voit bien que les émissions continuent de croître. Les émissions de CO2, elles sont dépendantes des politiques des États. Et bon, en cette matière, voilà. Merci pour votre réponse. On va peut-être terminer là. Je vous remercie tous pour être venus. Je pense que le but de cette conférence était de donner les bases scientifiques et je remercie infiniment notre conférencière pour mettre à portée de tous non scientifiques, quelques-uns de nous qui ne sont pas des scientifiques, pour mieux comprendre ces enjeux dans tout le reste de toutes nos activités quotidiennes. Et on peut espérer qu'il y aura encore des esprits éclairés qui vont prendre tout ça en compte. Donc je ne perds pas espoir, même j'apprécie beaucoup votre présence ici ce soir et surtout